voici pour poursuivre cette session sur la santé mentale. Une thématique, comme vous l'avez vu, qui est quand même assez diverse, qui peut aujourd'hui s'appréhender par des portes différentes. Et justement, c'est ce qu'on va continuer à faire en ouvrant des portes qui sont évidemment politiques, des portes qui sont médicales, des portes qui sont associatives. Et on va voir à quel point aujourd'hui, toutes et tous, nous sommes évidemment concernés par cet enjeu de la santé mentale et à quel point nous avons des manières différentes de pouvoir agir, de pouvoir créer des leviers d'action individuels, mais également collectifs. Avec moi pour parler de cette thématique, trois intervenants que vous avez peut-être déjà vus dans nos allées ici à Change Now, mais également à la télé ou dans les médias. À côté de moi, juste ici, Sarah Durieux. Bonjour. Bonjour. Sarah Durieux qu'on connaît puisqu'elle est activiste et autrice d'un ouvrage qui s'appelle Militer à tout prix. Elle a pendant de nombreuses années mobilisé des centaines, des milliers de personnes dans des campagnes d'ampleur sur les questions environnementales, sur les questions sociétales, d'égalité homme-femme, etc. Elle va nous en parler puisqu'elle en parlera mieux que moi. On a également avec nous Michel Simès. Bonjour. Bonjour. On connaît sous le nom de Dr Good, que vous avez vu sur vos écrans, qui nous parle de santé en la vulgarisant au mieux, en faisant en sorte que nous, en tant que citoyens, on puisse savoir qu'est-ce qui impacte notre santé et comment agir sur cette fameuse santé. Nous avons également ici présent avec nous Abdelali El-Badawi, qui est le fondateur de Banlieue Santé, mais qui a également fondé de nombreuses organisations qui font de la santé un enjeu d'intérêt général, mais aussi qui redonnent le pouvoir aux citoyens, notamment dans les banlieues, d'agir finalement sur cette question de santé. Bonjour Abdelali. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, merci à tous les trois et merci également à vous d'être présents autour de cette scène. J'aimerais commencer peut-être avec vous, Michel Simès, puisque ça fait quand même de nombreuses années que vous vous préoccupez de ces enjeux de santé, que vous finalement évangélisez aussi sur les questions de santé auprès du grand public. Comment est-ce que vous avez pu percevoir peut-être l'évolution de la question de la santé mentale auprès du grand public, mais aussi peut-être auprès des médecins? D'abord, bonjour à tous. D'abord, j'enfonce une porte ouverte en disant que ça va pas bien. Qu'au fil, effectivement, vous l'avez dit, ça fait pas mal d'années d'abord que j'ai exercé comme médecin jusqu'à ma retraite, et donc que je voyais les patients vraiment. Qu'effectivement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'essor des réseaux sociaux, j'ai pu avoir des relations plus ou moins directes avec les gens qui me regardent ou qui m'écoutent à la télé. Manifestement, ça va de plus en plus mal pour tout un tas de raisons. La santé mentale, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a eu notamment la grande cause nationale l'an dernier avec des actions qui ont tellement bien fonctionné qu'on a dû refaire une grande cause nationale cette année. C'est pour vous dire qu'on n'a pas pu avancer grand-chose. Et puis la santé mentale va avec le reste de ce qui se passe dans la société. Une grande anxiété généralisée, une précarité, une anxiété pour nos jeunes. C'est les jeunes qui vont vraiment mal aujourd'hui, on le répète, on le dit souvent. Mais quand vous voyez, il y a encore des études qui sont sorties ce matin, qui ont été médiatisées aujourd'hui sur le fait que l'intelligence artificielle allait supprimer ou modifier un tiers des métiers des jeunes diplômés. Comment voulez-vous qu'ils aillent bien? Et l'autre problème, et un problème qui est essentiel en France aujourd'hui, ce sont ces déserts médicaux et cette incapacité qu'a la France aujourd'hui de proposer à des gens qui vont mal d'avoir des solutions auprès de professionnels de santé. Aujourd'hui, quand vous allez mal dans votre tête et que vous avez besoin de voir quelqu'un, un professionnel, un psychologue, un psychiatre, vous avez entre 2 et 4 mois d'attente pour avoir la possibilité d'avoir une consultation. 2 à 4 mois d'attente quand vous appelez en disant « je ne vais pas bien ». Comment peut-on... Alors, il faut traiter évidemment les raisons, les causes pour lesquelles les gens ne vont pas bien, mais en même temps, le monde change, c'est bien ici qu'on en a conscience. L'anxiété ne va pas disparaître du jour au lendemain. Le contexte national, l'agressivité ambiante, le contexte international avec les guerres qui se succèdent, tout ça, on n'a pas vraiment la main dessus. Mais on a probablement la main sur la prise en charge des gens qui ne vont pas bien. Mais pour avoir une prise en charge, il faut de l'humain, il faut des gens. Vous avez bien vu passer tous les articles qui disent que les gamins qui ne vont pas bien aujourd'hui, leur psychiatre, c'est ChatGPT.
Or, ChatGPT n'est pas un être humain. ChatGPT, l'intelligence artificielle, n'est pas capable de donner des solutions en dehors de dire oui, je comprends que tu ne vas pas bien. On a vu avec TikTok le fait que dès qu'un gamin ne va pas bien et qu'il commence à aller voir des choses en rapport avec son état de santé mentale, l'algorithme lui propose jusqu'à des moyens de se suicider. On est dans une société dans laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui adaptée à l'état de santé mentale notamment des jeunes. Tant qu'on n'aura pas plus de psychiatres, tant qu'on n'aura pas plus de pédopsychiatres, il faut entre 4 et 6 mois pour avoir un rendez-vous avec un pédopsychiatre. Si vous avez un enfant qui va mal, pour avoir un rendez-vous, et j'en sais quelque chose puisque je reçois sans arrêt des appels de parents, d'amis, qui me disent « mon fils a des troubles du comportement alimentaire, mon fils est TDAH, mon fils est ceci et cela », je n'arrive pas à trouver un rendez-vous dans des délais corrects avec un pédopsychiatre. Et ce n'est même pas des rendez-vous dans un délai correct, c'est qu'on ne leur donne même pas de rendez-vous. Et nous sommes en France, dans un des pays les plus développés, les plus riches au monde, et dans un des pays dans lesquels la médecine est le plus reconnue au monde, et on n'arrive pas à prendre en charge les gens qui vont mal. Voilà l'état de santé mentale des Français aujourd'hui. Abdelali, on entend, on n'y arrive pas. On entend également qu'on a besoin de liens sociaux, on a besoin de professionnels au contact des personnes qui aujourd'hui lancent ces appels à l'aide finalement. On a un professionnel de santé, mais vous êtes également un professionnel de santé, un ancien professionnel de santé. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites en sorte de porter ces sujets avec Banlieue Santé, avec Banlieue Climat, pour faire en sorte de faire comprendre que la question de la santé mentale, ce n'est pas une question qui est uniquement ici à Paris ou sur les plateaux, mais qui est également vraiment au cœur des quartiers, quoi. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous nous entendez? Parce que je crois que le micro n'est pas terrible. Vous nous entendez bien? Bravo. Ouais, super. Super, merci. Je pense que la question de la santé mentale, pour moi en tant que soignant, en tant qu'infirmier, elle devrait être traitée au même titre que, je dirais, les maladies chroniques, les ALD, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont très très mal dans leur santé mentale. Et puis aujourd'hui, je pense que la santé mentale, il faut la voir comme la définition finalement de ce qu'on voit dans la santé. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la santé au sens de l'ordonnance, du médecin et autres. La santé mentale, c'est d'abord aller bien chez soi. Et c'est très compliqué d'aller bien chez soi de plus en plus, au vu des, je dirais, contextes aujourd'hui politiques, sociaux et autres. Et nous, comment on la traite? Alors, juste pour redonner une petite définition de banlieue, ça c'est important, je pense que on puisse le dire, banlieue, c'est pas quartier populaire. Banlieue, c'est lieu banni, le verlan, donc ban, lieu banni, la mise au ban, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Et pour nous, c'est important de recontextualiser la notion de lieu banni, de la manière dont on voit les choses sur ces publics-là aujourd'hui qui sont en ruralité ou en quartier populaire et qui ont besoin d'avoir accès à la santé de manière équitable, et puis d'organiser cela. Alors comment on le traite? À travers les acteurs associatifs avec lesquels on travaille, ce qu'on appelle affectueusement le plancton. On parle beaucoup de la baleine, des grandes organisations, mais on parle peu de l'association qui s'occupe dans son quartier des chats, des chiens et autres, qui font un travail social qui est évident et qui est essentiel à la société, et qui sont finalement celles et ceux qui aujourd'hui mènent des actions sociales importantes et qui, eux, vont mal de plus en plus. Et je pense que c'est important de regarder ce public-là avec, je dirais, des actions concrètes. C'est pour ça qu'on a monté au sein de nos organisations différents programmes qui portent la question de la santé mentale. Et un des programmes qui est essentiel, qui est Ambassadrice Santé, qu'on a formé un certain nombre de femmes sur ces questions-là. Pourquoi les femmes? Alors je le rappelle, elles sont en première ligne des inégalités sociales. Elles portent souvent le poids de la vie, elles portent la vie quand elles peuvent, et elles sont la résolution aux inégalités sociales. Donc on a monté un programme il y a 3 ans, qui a un vrai succès, qu'on est en train de développer au national et même dans d'autres pays, avec l'aide de la Direction générale de la santé, parce qu'il y a un vrai je dirais, résultat pour elles-mêmes, mais aussi pour leur famille et aussi pour leur quartier. Et elles sont rémunérées, et donc du coup on est en train de recréer une nouvelle forme de revoir la santé autrement, pas au travers uniquement du prisme du médecin, du prisme de l'infirmier, mais au prisme de l'habitant, de la citoyenneté. Et comment on se ressaisit, on saisit ces questions-là à travers le fait qu'on voit souvent les publics en situation de difficulté comme des publics en situation de vulnérabilité. On leur dit cette vulnérabilité peut se transformer en résilience, cette résilience en compétence et cette compétence en espoir. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'aujourd'hui, notre pays, notre monde a besoin d'espoir. Et la santé mentale, c'est aussi ça, c'est dire il faut
garder cet espoir, faire en sorte qu'il y a des acteurs de proximité, des acteurs qui innovent sur ces questions-là et qui proposent des solutions concrètes et qui peuvent agir à la racine de ces problématiques et à la racine de ces inégalités sociales. Alors c'est super, on mène plein d'actions partout, plein de projets innovants partout, mais il faut revenir à l'essentiel, c'est les habitants. Les habitants peuvent être aussi les solutions et c'est à eux qu'il faut donner ce pouvoir d'agir pour construire le monde de demain et leur donner cette confiance, cette possibilité. Et dernier mot, je pense, c'est redonner de l'amour dans ce qu'on fait. Parce que l'amour, il donne de l'espoir et derrière, on peut vraiment essayer de faire en sorte d'aller plus loin et essayer d'aller chercher au fond des solutions à travers les habitants. Merci beaucoup Abdelali. Je pense qu'on peut l'applaudir en effet. Vous le montrez tous les deux dans vos prises de parole, on a besoin de collectif, on a besoin d'une action qui soit collective. Sarah Durieux, vous avez écrit un ouvrage dont j'ai parlé un petit peu en introduction. Vous montrez comment parfois nos collectifs peuvent en revanche nous faire du mal. Je pense notamment aux collectifs de militants dans lesquels on a pu toutes les deux agir. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce que vous avez pu aborder, observer en écrivant cet ouvrage et comment est-ce qu'on peut aller mieux ? Merci beaucoup Stécie et je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Je voudrais commencer par dire que je suis activiste et autrice, je suis avant tout aussi militante féministe. Et pourquoi je veux poser ça ici ? Parce que je pense que une des raisons pour lesquelles nous allons mal, c'est qu'on vit en fait dans un système qui est mal designé, qui est designé pour que nous allions mal. Et pour moi, c'est très important que la santé mentale, on le voit comme une réaction à une situation politique, à un système social qui est organisé pour nous épuiser. Et même lorsqu'on essaye de se battre contre ces systèmes qui nous épuisent, quand on rejoint des collectifs militants, et ben ces collectifs militants, ils ne sont pas dans une bulle à part. Ils sont un petit reflet de la société. C'est une petite société qui va refléter les mêmes systèmes qui vont faire qu'on va être fatigué, faire qu'on va être parfois découragé, mais surtout faire qu'on va avoir du mal à faire collectif. Et je pense que l'élément central sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre société, les différentes crises que vous avez mentionnées, c'est d'abord une crise du collectif. C'est d'abord une crise de la difficulté qu'on a à relationner les uns aux autres, à se voir comme des personnes entières, à se voir comme des personnes dignes. Mais ça, c'est pas entre guillemets, c'est pas de notre fait individuel. C'est le résultat à un contexte politique qui nous dit il n'y aura jamais assez. La personne en face de toi est ton ennemi. La personne en face de toi ne cherche qu'à t'asservir. Notre réponse à cette question politique, pour aller bien, c'est de refuser, c'est de prendre le contre-pied et de se dire qu'on a plus de choses à faire ensemble, qu'on a suffisamment à partager pour pouvoir aller bien. Et donc ce livre, je l'ai écrit parce que je pense que dans les espaces militants auxquels j'appartiens, mais pas uniquement, je pense qu'on peut le voir à l'hôpital, je pense qu'on peut le voir au travail, dans tous les espaces où on est en collectif, on a vraiment besoin de résister à cette, on va dire, à cette vague qui nous amène à se dire qu'on doit se battre les uns contre les autres pour aller bien. La réalité, et je pense que les professionnels de santé ici l'ont dit, c'est que notre santé mentale, elle est très liée à nos relations sociales. L'isolement est un facteur fondamental dans le fait de se sentir mal, dans le fait d'avoir des problèmes de santé mentale. Et on a une chance, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. Moi, je dis souvent, ce qui m'a sauvée, c'est le féminisme et la thérapie. Ou plutôt le féminisme et la thérapie féministe. C'est-à-dire une thérapie qui prend en compte le fait qu'être une femme dans cette société n'est pas forcément aussi facile que d'être un homme. Et que du coup, une thérapie féministe, c'est aussi reconnaître que ce n'est pas notre responsabilité individuelle si on va mal. Ce n'est pas de notre faute si on va mal. Mais par contre, comprendre pourquoi on va mal, du fait des systèmes qui nous entourent, peut nous permettre de nous en sortir. Donc la thérapie, mais aussi le féminisme, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le fait de faire en collectif. Moi, j'anime beaucoup d'ateliers, de travail avec des activistes. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on essaie de sortir un peu de ce qu'on fait tous les jours. Moi, je milite pour le climat, moi, je milite sur les questions de racisme, moi, je milite sur les questions féministes. Et se dire, au fond, pourquoi on est là ? Pourquoi c'est important pour nous d'être là ? Et souvent, ce qu'on réalise, c'est qu'avant de vouloir changer le monde, on veut d'abord trouver communauté. On veut d'abord trouver du lien. On veut trouver un espace dans lequel on peut être nous-mêmes. Et c'est important de se dire que finalement, militer, ce n'est pas juste une manière de changer le monde, c'est aussi une manière de se soigner. Et donc aujourd'hui, en tout cas avec le livre que j'ai écrit, moi l'idée c'est de dire on peut aussi, de la même manière qu'on peut produire différemment, de la même manière qu'on peut travailler différemment, on peut militer différemment. On peut changer le monde en se faisant du bien, on peut changer le monde en prenant soin les uns et les unes des autres.
Merci beaucoup, Sarah. On comprend aujourd'hui qu'il y a des manières d'être accompagné, que ce soit par des médecins, que ce soit par des collectifs, que ce soit par le biais de la thérapie. Mais je trouve qu'avant d'en arriver là et d'avoir finalement ce besoin d'accompagnement, il faut encore pouvoir exprimer qu'on va mal, savoir vers où se diriger pour être accompagné. Je sais dans votre parcours, Michel, que vous avez été diagnostiqué très tardivement TDAH, que vos deux fils ont eux-mêmes été diagnostiqués TDAH. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en errance médicale ou en tout cas qui ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils peuvent vivre et traverser. Comment est-ce que vous percevez aussi peut-être le besoin de sensibiliser sur le fait que aujourd'hui ces diagnostics existent, que les accompagnements existent? Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Mais l'exemple du TDAH, alors TDAH, c'est les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un exemple, mais c'est un exemple assez concret pour montrer la difficulté qu'on a aujourd'hui dans notre pays à partir d'un diagnostic, de l'angoisse que suscite ce diagnostic auprès notamment des parents d'enfants dont on diagnostique le TDAH et qui ne savent pas vraiment vers qui se tourner et surtout qui ont un a priori sur tout ce qu'on va leur proposer, notamment les médicaments. Le TDAH, ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle. Parce qu'on a fini par se dire que c'était un trouble de l'attention lié à un fonctionnement un peu atypique du cerveau, comme peuvent l'être les hauts potentiels ou d'autres, ça s'appelle les neuroatypies. Voilà, le cerveau fonctionne bien, mais il fonctionne un petit peu différemment. Et les enfants qui sont touchés par le trouble de l'attention sont des enfants qui, il y a 20 ou 30 ans, étaient en échec scolaire parce qu'on ne savait pas quoi faire d'eux. C'était les enfants qu'on qualifiait de turbulents. Aujourd'hui, parce qu'ils ne pouvaient pas tenir en classe, parce que si vous mettez un TDAH près de la fenêtre à l'école, dès qu'il y a un oiseau qui va passer, il va décrocher de ce qu'on est en train de lui dire en cours. Et ces enfants-là qui étaient laissés sur le bord de la route il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, aujourd'hui peuvent bénéficier d'une prise en charge. Alors là, c'est le médecin, c'est mon prisme médical. Il y a un diagnostic, il y a une prise en charge, il y a un traitement possible, pas seulement par la Ritaline ou les médicaments, mais un traitement possible par une prise en charge, psychothérapie, etc. Mais encore faut-il avoir un professionnel. Et pardon si je me répète, mais j'ai sorti un livre il y a un mois sur le TDAH. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de coups de fil que je reçois de parents à qui on a diagnostiqué un TDAH à leurs enfants et qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ne savent pas vers quel pédopsie, vers quel psychiatre aller pour le diagnostic, pour la prise en charge. Et ce qui concerne le TDAH concerne toutes les problématiques. Quand des gens vont mal, des jeunes en général, parce qu'ils ont un trouble du comportement alimentaire, qui sont boulimiques ou qui sont anorexiques, il faut trouver des psychiatres qui sont spécialisés, qui sont experts dans ce domaine pour la prise en charge. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pour avoir un rendez-vous, enfin, vous avez quelqu'un qui est anorexique. L'anorexie peut tuer. Quelqu'un d'anorexique, si on ne le prend pas en charge rapidement, il peut dépérir, aller jusqu'à la mort. À 20 ans, à 25 ans. Si on ne le prend pas en charge très rapidement, on peut arriver à cet extrême. Mais où vous les trouvez, les experts? Donc, effectivement, et je suis d'accord avec toi bien sûr, les associations, tous ceux qui aident dans les banlieues ou ailleurs à prendre en charge les gens qui ne vont pas, la lutte contre la solitude, évidemment, la lutte contre la solitude est essentielle. On a montré que la maladie d'Alzheimer était plus précoce chez les personnes âgées qui étaient seules. Donc, il faut des liens sociaux. Mais, et pardon de voir ça sous le prisme de mon métier de médecin, il faut des prises en charge par des professionnels de santé. Et aujourd'hui, on est en plein dans les déserts médicaux parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y en a qui ont décidé de fermer le robinet et de ne pas former de médecins. On a compris aujourd'hui qu'il fallait les former, mais il faut 10 ans pour former un médecin. Donc on a compris ça il y a 3 ans, on a ouvert les robinets un petit peu. Donc il faut encore quelques années pour voir sortir des médecins qui vont peut-être, pour certains, épouser le métier de psychiatre ou de pédopsie, mais il va falloir attendre. Et pour ça, le métier est infirmier, mais le métier d'infirmier, les infirmières de pratique avancée,
Ce sont des infirmiers ou des infirmières à qui on va demander une petite formation en plus pour que dans les zones rurales, les banlieues aussi désertées par les médecins, elles puissent prendre en charge, être intermédiaires parfois quand c'est nécessaire, entre ce que tu appelles l'habitant ou le patient et le corps médical, y compris par visioconférence, y compris par des cabines de téléconsultation. Mais quand on va mal dans sa tête, c'est pas comme quand on a mal à la gorge où on se dit je vais attendre 8 jours et je verrai si ça passe avec un peu de Doliprane. On a besoin de quelqu'un tout de suite. Abdelali, ça fait peut-être écho aux actions que vous avez déployées sur le territoire, où aujourd'hui on a les premiers gestes de secours quand en effet on fait un malaise en public. Est-ce qu'il y a également les premiers gestes de secours en santé mentale auxquels vous formez peut-être? Alors, je pense que ce dont il faut parler aussi, c'est le non-recours, le recours tardif à la santé. Aujourd'hui, on a de plus en plus de patients qui attendent beaucoup trop tardivement avant d'aller chez le médecin. Bien sûr, le médecin généraliste, le médecin spécialiste, et moi j'ai beaucoup de confrères qui me disent si on avait accompagné beaucoup plus tôt certains patients, on aurait probablement mieux accompagné les patients. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur d'aller voir son médecin. Et moi, je dis même aux différents programmes qu'on monte, allez voir votre médecin quand vous allez bien. Ça paraît fou, mais c'est au contraire quand vous anticipez d'aller voir votre médecin, ce qui vous permet de gagner du temps dans la maladie ou en tout cas sur ces problématiques aujourd'hui dont on parle au quotidien. Alors, la santé mentale, on n'en parle que depuis à peine 5 ans. Je pense même un petit peu avant ou après. La Covid est arrivée, tout le monde a parlé de ça, tout le monde a dit la santé mentale, alors que la santé mentale, ça fait des années qu'on aurait dû agir là-dessus. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, pour moi, maladie chronique, même si ce n'est pas comme ça qu'on l'entend en tant que tel, mais aujourd'hui, la santé mentale, on le traite comme, je ne sais, aujourd'hui, je le vois beaucoup de choses autour il y a des nouveaux thérapeutes, des nouveaux coachs, etc. Et en fait, on oublie le prisme médical, en fait, alors que derrière, il y a un diagnostic qui doit être approprié, accompagné. Et j'entends effectivement qu'il faut que les soignants prennent cette place, où on leur donne cette place-là. Et je pense qu'il faut aussi apporter des nouvelles façons d'innover autour de la santé mentale, par le prisme dont j'ai parlé aussi, par la nécessité de faire en sorte de mobiliser les habitants, faire en sorte qu'ils soient formés, qu'il y ait plus de formation sur la question de la santé mentale. C'est pour ça qu'effectivement, on parle beaucoup des premiers gestes de secours, mais effectivement, il faut aussi parler des premiers gestes en santé mentale pour accompagner davantage les familles, les enfants et tous les professionnels de santé pour vraiment apporter une plus-value, une valeur ajoutée à ces sujets-là, parce qu'il y en a de plus en plus, et continuer à mettre les moyens, même dans la recherche, je dirais, médicale en santé mentale. Juste un mot pour insister sur l'importance du lien social. Je vais vous prendre l'exemple du burn-out. Quand on n'est pas loin du burn-out, on n'est absolument pas conscient qu'on n'est pas loin de basculer. On ne voit pas ce qui se passe mal chez soi. C'est les voisins, c'est les collègues, c'est les gens avec qui on vit qui voient un changement de caractère, un changement de comportement. Quelqu'un qui était plutôt enthousiaste, joyeux, qui déconnait, devient plutôt taciturne, triste. Il ne trouve plus de sens à son travail. Mais soit on ne s'en rend pas compte. C'est l'entourage. Et c'est là où l'importance du lien social dans le diagnostic des problèmes de santé mentale est fondamentale. C'est nous qui voyons chez les autres ce qui ne va pas. Nous ne voyons pas chez nous que nous sommes en train de basculer. Et le jour où on le voit, c'est que c'est trop tard et qu'on est dans la dépression. Le burn-out, c'est une dépression. Et donc c'est juste avant, qu'il faut commencer à se poser la question et ne pas hésiter à dire à la personne qui va mal, je trouve que tu changes. Je trouve qu'il y a un problème. Peut-être devrais-tu en parler à quelqu'un. C'est la première des démarches et c'est là où le lien social est essentiel. Merci beaucoup. Sarah Durieux, peut-être pour conclure cette conversation, puisqu'il nous reste à peu près 30 secondes, sur les manières aujourd'hui de transformer nos collectifs, est-ce qu'il y aurait d'autres manières ou est-ce que vous trouvez vous-même votre joie en continuant quand même à être aussi engagé que vous l'êtes? Oui, absolument. Alors peut-être comme la table ronde, c'est aller bien dans un monde qui va mal. Moi, je voudrais vous proposer une méthode pour aller bien dans un monde qui va mal. Engagez-vous. Engagez-vous dans des collectifs, engagez-vous dans votre quartier,
Parlez à vos voisins, rejoignez des associations. Et je vous le dis parce que, certes, j'ai écrit un livre sur le burn-out militant, comme on l'appelle, mais le meilleur moyen de ne pas être en burn-out dans la période qu'on vit, c'est de ne pas être seul face à ce qui nous arrive politiquement, géopolitiquement. C'est important qu'on soit là les uns pour les autres, pas uniquement pour faire des manifestations, mais pour se dire ce qui m'arrive aujourd'hui. Moi qui suis isolée, moi qui vis des violences, moi qui vis de la précarité, n'est pas ma responsabilité individuelle. C'est le résultat de choix politiques. Et donc on peut s'engager pour pas seulement agir sur les symptômes de notre santé mentale, ce qui est très important. Moi j'ai fait burn-out, dépression, TDAH, donc je prends plein de médicaments, c'est génial. Mais je sais aussi qu'il est nécessaire de vraiment attaquer la question politique pour aller mieux. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est un système social dans lequel on nous demande d'être productif tout le temps, à tout moment, et de supporter des violences qui ne sont pas acceptables. Donc comme on est quand même à 1 an d'une élection présidentielle, je vais faire l'appel politique pour clôturer. Engagez-vous, c'est important. La première attaque des autoritaires, c'est notre système de santé, c'est nos systèmes de solidarité, c'est aussi nos systèmes de lutte pour nos droits et pour notre liberté de s'engager, de vivre bien et aussi du coup de vivre en bonne santé et de vivre avec une santé mentale qui soit la meilleure possible. Merci beaucoup Sarah pour cet engagement que tu portes ici encore sur scène et cet appel à l'engagement collectif qui en effet est plus important que jamais. Merci à vous 3 pour ce panel et d'avoir porté en effet des revendications qui sont claires, qui sont aujourd'hui nécessaires. Donc merci à nouveau d'être venus avec nous sur scène. Je vous remercie.